Bonsoir et très bienvenue au Centre culturel franco-allemand pour cette soirée philosophique avec Arno Münster sur le grand philosophe Habermas. Arno Münster, vous le connaissez peut-être puisque c'est un de nos participants le plus engagé de notre centre culturel, mais qui est en même temps spécialiste de la philosophie et des philosophes. Il est né en Allemagne, en Silésie. Après, il s'est naturalisé français et réside en France depuis 1967. Il est maître de conférences honoraire de philosophie à l'Université de Picardie, Jules Verne d'Amiens, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, docteur d'État de la Sorbonne et l'Université de Hanovre. J'en passe encore de quelques engagements de vous, puisque la liste elle est très longue. Si vous voulez regarder sur Wikipédia, vous allez voir voilà, la liste énorme des publications et de livres qu'a publié Arno Münster. Il s'est surtout concentré sur les plus grands philosophes de notre temps, allemands et français, notamment Ernst Bloch, Jean-Paul Sartre, et évidemment Habermas, qu'il va nous présenter ce soir. J'ai trouvé une note sur lui qui disait que son leitmotiv, c'est résister à toutes les oppressions, tous les régimes qui méprisent l'individu. Et il vient de me dire que c'est la voie critique contre les démons du nationalisme, par exemple, qui le hante, qui fait votre engagement. Et je pense que c'est dans cette perspective-là aussi qu'il va nous présenter le philosophe Habermas ce soir, qui est un grand Européen et qui lutte, comme Arno Münster, contre tous les nationalismes de notre temps. Donc il va nous parler à peu près 45 minutes de ce philosophe. Je lui ai dit qu'il faut faire simple pour des gens comme moi qui ne savent pas énormément déjà de Habermas, mais qui sont curieux évidemment et curieuses d'en connaître mieux, de le connaître mieux. Et après, il y aura le temps évidemment pour vos questions et pour la discussion avec vous et M. Münster. Voilà, donc je passe le micro à notre grand expert ce soir. Merci. Oui, merci pour cette sympathique présentation. Bien évidemment, je vais parler d'un philosophe et sociologue engagé, non seulement engagé, mais en même temps très très érudit. C'est la moindre chose qu'on puisse dire, parce qu'évidemment, mais je voudrais tout d'abord remercier le responsable du Centre culturel franco-allemand de Nice, notamment Léonie Franck, Yvon Gaston et Annika Jörres, d'avoir programmé cette conférence sur Jürgen Habermas, donc pour aujourd'hui, le 12 novembre 2019, ici à Nice. La date est bien choisie, je trouve, parce que, vous savez, on vient de commémorer samedi dernier, le 9 novembre, avec une grande cérémonie, un grand concert devant la porte de Brandebourg, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et hier, la France a commémoré, comme la tradition, le 11 novembre, date de l'armistice qui a mis fin, le 11 novembre 1918, à la Première Guerre mondiale. Et le hasard a voulu que ce même jour, 11 novembre, les éditions Sogab, à Berlin, sortent dans les librairies, donc le nouveau opus magnum de Habermas, que Habermas pratiquement s'offre lui-même à son 90e anniversaire. Donc, c'est un livre de 2 volumes comptant 1752 pages, intitulé Auch eine Geschichte der Philosophie, aussi une histoire de la philosophie. Où évidemment, la dernière grande figure charismatique de l'école de Francfort résume bien, en l'analysant, disons à travers la mémoire de 2000 ans de l'histoire de la philosophie occidentale, sa propre pensée post-métaphysique qui débouchera, dans
très influencé par Emmanuel Kant, sur une nouvelle philosophie de la raison pratique en tant que praxis de l'agir communicationnel, Theorie des kommunikativen Handelns. Donc il a substitué définitivement la philosophie de la praxis marxiste, à laquelle Habermas, dans sa toute première phase, comme étudiant, professeur, encore adhéré. Donc, alors, soit dit en passant, les éditions Kant vendent ces deux volumes, cet ouvrage de Postmagnum, les deux volumes, au prix très modeste de 98 €. Donc, peut-être on reviendra plus tard encore à cet événement éditorial, donc, auquel l'hebdomadaire Die Zeit de Hambourg a déjà consacré un grand article de 2 pages d'un professeur de philosophie de l'université de Zurich, M. Hamper. Donc, voilà. Donc, mais notre sujet est, comme il était convenu, Habermas et l'Europe, c'est-à-dire Habermas comme cosmopolite et penseur d'une Europe des États post-nationaux. Donc, je dois d'abord faire, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien l'œuvre de ce philosophe, donc représentant la 2e génération de l'école de Francfort, aux États-Unis, donc une toute petite présentation. Je vais essayer de résumer rapidement, pour le peu de temps qui reste à ma disposition, vous dire d'abord pour vous expliquer qui est ce philosophe. Jürgen Habermas, qui c'est, et voilà. Alors, j'ai donc tombé sur un article du journal Die Zeit du 10 juin 2009, où la directrice des éditions Suhlkamp a qualifié Habermas pour son 80e anniversaire de puissance mondiale, tablant exclusivement sur la contrainte non coercitive de la force du meilleur argument qui jusqu'à présent ne s'est pas encore manifesté dans l'histoire universelle. Excellente définition, je trouve. Donc, pour résumer donc, la pensée de Habermas, on pourrait aussi citer à ce propos un passage de l'avant-propos de la biographie de Habermas, c'est écrite par le sociologue allemand Stefan Müller-Dom, donc, qui a été aussi publié en traduction française par les éditions Gallimard en 2018, elle est très récente, où il est question de Habermas en tant que défenseur de la modernité, en tant que grand maître de la communication, en tant que conscience publique de la culture politique, d'éminence sur le main et préceptor Germaniae. Donc, ce dernier étant un savant analyste étant présent dans l'existence et l'histoire d'une réussite exceptionnelle. Quelle réussite? Cette réussite, évidemment, c'est celle d'une carrière universitaire exceptionnelle et d'une conduite de vie sans aspérité. Parce que quant à la réception de son œuvre, vous allez vous être étonné quand vous citez quelques chiffres. C'est absolument incroyable. Bien parce que cette réception, elle bat tous les records. Elle dépasse de loin, disons, celle connue, c'est le prédécesseur du Code Francfort, Adorno, Benjamin, Horkheimer, etc. Elle dépasse énormément parce que jusqu'en 2010, pas moins de 4823 livres et essais ont été consacrés à l'œuvre de Habermas dans le monde entier, y compris en France. Il y a une certaine réception de son œuvre en France. Elle n'est pas très grande, mais elle existe. Elle existe, donc, par exemple, je cite récemment, on avait vu citer, n'est-ce pas, dirigé par M. Zaka, a publié un numéro spécial sur Habermas. Il y a des traducteurs, il y a 3, 4, 5 traducteurs en France qui traduisent cette œuvre. Malgré ça, il n'est pas connu. Il n'est pas bien connu en France. Parce qu'il n'est pas français. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, il y avait donc en 2013 déjà 6700 titres et en 2018 8000 articles, voilà, ouvrages, livres, interviews de Habermas. Sur Habermas, c'est énorme. Parce que ces livres ont été traduits dans une 40aine de langues. Et aucun autre philosophe européen contemporain du 20e ou du 21e siècle n'a connu un succès comparable à cela.
Alors on peut se questionner, ce succès explique-t-il par le fait qu'il soit devenu aussi, notamment à cause de ses multiples interventions politiques, le leader d'opinion du camp libéral de gauche en Europe. Comme le suggère son biographe, ce n'est pas faux. C'est à mon avis tout à fait juste. Mais vous pouvez grosso modo pour vous expliquer ce phénomène Habermas, donc on pourrait dire, en périodisant, on pourrait le distinguer dans l'itinéraire philosophique et politique de ce grand philosophe, 3 phases. Donc, d'ailleurs, il est né à Düsseldorf en 1929. Exactement, c'est la ville de Henri Heinrich Heine, soit dit en passant. Donc, il a passé son enfance à Gummersbach, c'est une petite ville dans le Bergisches Land, dans le Haut-Berg, comme on dit en français. Dans le Haut-Berg, c'est-à-dire dans le Bergisches Land à l'est de la Cologne, dans ces collines. Voilà, il vient de là, d'une famille protestante. Donc, alors il y a dans une œuvre une première période où il se positionne très clairement comme disciple d'Adorno et héritier de Max Horkheimer à la tête de l'Institut de recherche sociale de Francfort, où il s'efforce encore de réactualiser le matérialisme historique, mais en l'orientant vers d'autres horizons, en contestant notamment la théorie de Marx, donc du potentiel émancipatoire exclusif des seules forces productives de Marx, en le substituant par la théorie de la science et de la technique, considérant comme étant les nouvelles forces productrices de nos sociétés. Et sur ce point précis, il est en effet très influencé par Herbert Marcuse, un autre grand représentant de l'école de Francfort. Mais évidemment, il met en cause, en critiquant le positionnement de la gauche marxiste radicale, la théorie de l'effondrement du capitalisme. Et ainsi, souligne-t-il dans son essai Marx en perspective, que, je cite, l'effondrement de l'économie capitaliste en fonction des grandes crises cycliques de surproduction n'a absolument rien d'inéluctable. Et tout en restant attaché au concept marxien d'émancipation, il prend alors la liberté de lui assigner dès le début une autre signification, une autre définition, affirmant notamment qu'au sein même des sociétés complexes, émancipation signifie désormais avant tout transformation grâce à la participation collective aux structures administratives de décision. Donc, une nouvelle définition de l'émancipation qui remplace celle classique, disons, du marxisme. Et par exemple, autre exemple, dans une conférence qu'elle a prononcée en Yougoslavie, à Korčula, en 1973, Habermas souligne que contre le scientisme, il s'agit de mobiliser la philosophie comme forme radicale de l'autoréflexion. Et précisément, après avoir fondé l'Institut Max Planck de Starnberg, c'est-à-dire l'Institut Max, l'équivalent allemand du CERNES français, Habermas exprime, justement après avoir critiqué la perte de légitimation démocratique dans les sociétés de consommation du capitalisme avancé, clairement, il s'exprime en faveur d'une démocratie effective et contre la démocratie formelle. Mais ce qui ne signifie pourtant pas qu'il adhère réellement au concept d'une démocratie directe, défendu entre autres par Sartre dans le sillage de mai 68, dans les années 1970, ou bien par Castoriadis, ou tout récemment en France, si vous voulez, par le mouvement des Gilets jaunes. Mais s'efforce plutôt à combler le déficit démocratique de nos sociétés de consommation, bureaucratiquement dirigées par les élites, en plaçant toutes ces espérances sur la vitalité du tissu associatif, sur les associations, pas tellement sur le parti, parce que les partis sont très bureaucratisés, il suffit de structures, etc. Alors, il met ces espérances de la vitalité du tissu associatif, à ses capacités de faire pression sur le cadre politique, sur les élus, sans mettre en cause, bien sûr, la légitimité des structures de la démocratie parlementaire. Et ça, précisément, c'est aussi le leitmotiv d'un de ses livres majeurs qui s'appelle Droit et démocratie. Droit et démocratie, entre faits et normes, donc, où il dit, où il formule clairement l'exigence
le postulat qu'il faudrait démocratiser la démocratie. Il faudrait une démocratie, non pas de manière révolutionnaire, mais de l'intérieur, par la voie réformiste, de la discussion ou des délibérations libres, sans bouleversement révolutionnaire de ces structures, et dans le maintien des acquis historiques de l'état de droit. Habermas est très attaché à l'état de droit, évidemment, et évidemment la défense de ce concept de démocratie effective comporte aussi l'idée de la nécessité de consulter les citoyens plus souvent, par exemple sous la forme de référendum ou sous la forme d'assemblée et de débat avec les élus du peuple et des citoyens. Ça, c'est son idée. Alors ça, c'est le droit à la démocratie. Il peut vous recommander ce livre, publié aussi en traduction française chez Gallimard en 1997. Un de ses livres majeurs, Habermas est un grand défenseur d'une démocratie réelle, de toute façon d'une démocratie plus démocratique que celle que nous avons. Donc, et en tant que sociologue, intervenant, critique de son temps, en permanence étant tiraillé, si vous voulez, sur le plan philosophique, entre Kant, entre Marx et Max Weber, il compte aussi beaucoup pour lui, entre Walter Benjamin et Adorno. Habermas, il est, selon les célèbres phrases de Richard von Weizsäcker, un adepte inconditionnel de l'impératif kantien. Pour être légitime, une norme morale doit être rationnelle. Et pour pouvoir être rationnelle, elle doit être universelle. Telle est la seule et unique justification concluante de l'égalitarisme et de l'Aufklärung des Lumières. Ça, c'est sa ferme conviction. Vous voyez? Donc, bon. Parlons maintenant, évidemment, du centre même, du cœur de son œuvre philosophique et sociologique, c'est-à-dire de la théorie de l'agir communicationnel. Voilà, peut-être vous pouvez mettre ça. Donc, parce que Habermas, ayant congédié la philosophie marxienne de la praxis, avec toutes les conséquences qu'implique une telle rupture, Habermas, en se libérant ainsi de plus en plus de Marx, en s'éloignant de plus en plus de Marx, il va désormais épouser de plein cœur la philosophie analytique du langage, tentant de construire dans un second temps une synthèse entre la philosophie matérialiste humaniste de l'émancipation sociale de l'école de Francfort, celle d'Adorno, de Horkheimer, de Marcuse, et les théories sociologiques, anthropologiques, contemporaines, nord-américaines, toutes ces théories consacrées à l'interaction, à l'intercompréhension langagière, en s'inspirant notamment de la théorie des speech acts, des actes de parole d'Austin. Donc, il parle aussi de Wittgenstein, mais il n'est pas tellement wittgensteinien, mais celui le plus de tous ces philosophes nord-américains, c'est Austin, à cause de ces théories des actes de parole. Et là, il faut dire aussi que c'est une certaine obsession de Habermas. C'est pourquoi, comme ça, la raison qu'on trouve aussi bien expliquée dans sa biographie. C'est le fait que dès naissance, il souffrait, donc il avait un défaut. Donc une sorte de fente de la bouche, n'est-ce pas? Donc il l'empêchait de parler ou de s'exprimer de manière intelligible. Donc il a subi plusieurs opérations, etc. Donc c'était un handicap. Il avait un handicap de langagier dès sa naissance. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est tellement focalisé, une fois qu'il a pris donc ses libertés avec le marxisme, donc vers cette théorie de la communication langagière. Parce que évidemment ça lui a manqué, il a énormément souffert de la jeunesse. Donc alors c'est avec cette construction théorique, avec cette grande esquisse d'une théorie de l'agir communicationnel, voilà qu'il va atteindre
assez rapidement, au cours des années 1980-1990, le sommet absolu de sa célébrité, d'une célébrité mondiale fondée sur le fait que ses livres seront désormais traduits dans une quarantaine de langues, qui seront en conséquence invités par toutes les universités du monde à faire des conférences, etc. Il recevra aussi, comme prime de cette célébrité, toute une pluie de distinctions, de prix, donc dont certains ça ne va pas lire tous les autres professeurs de livres philosophiques et sociétés qui, évidemment, qui ne reçoivent rien, qui n'auront jamais de prix, comme moi, par exemple. Et d'autres, mais c'est incroyable ce qu'il a reçu ces dernières années de prix pour justement ces dernières publications, dont certains sont dotés de 200 000 à 300 000 $. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, alors, deuxième chose, Habermas, le rapport Habermas-Max Weber. Parce que l'intérêt de Jürgen Habermas pour Max Weber, le sociologue, est réel. Et parce qu'en effet, pour Weber, comme pour Max Weber, pour Habermas, la modernité est a priori un projet civilisationnel inachevé, mis en œuvre par les Lumières, la Révolution française. C'est le projet de l'activité incessante d'une rationalité visant à se soumettre à tous les aspects et domaines de la vie contemporaine, précisément par le biais de cette rationalité, cette rationalité finalisée. Donc, soulignée par Max Weber dans l'économie des sociétés, dans le cadre de ses analyses sociologiques compréhensives consacrées au fondement du capitalisme moderne. Et comme il a déjà été souligné, Habermas il va se servir de cette théorie weberienne de la rationalisation pour la définition, pour l'esquisse de sa propre théorie de la modernité. C'est incontestablement Max Weber qui a imposé au début de notre siècle ce concept à la sociologie. Même s'il avait déjà été utilisé avant lui par Hegel. Et dans un sens plus large aussi à la philosophie contemporaine, en lui attribuant une signification spécifique qui est essentiellement celle de la rationalisation généralisée de la civilisation occidentale, comportant la laïcisation des visions du monde métaphysique et religieuse, le triomphe du fonctionnalisme systémique et l'institution généralisée de l'agir rationnel finalisé, Zweck rational, dans un monde caractérisé par la bureaucratisation et progressive de l'État, de la société, des institutions, de la vie en général. Voilà, donc, vous comprenez bien, Habermas, il est, à la différence de ces autres grands philosophes de l'école de Francfort, lui, il est le plus rationaliste de tout. Alors pour lui, comme pour Kant, la raison est tout, c'est l'homme de la... Alors ça, le distingue évidemment, n'est-ce pas, d'un Adorno, d'où il est officiellement le disciple, n'est-ce pas, mais qui a quand même mis l'accent sur le devenir irraison de la raison, hein, donc, et sur la dégénérescence de l'irrationalité, donc d'une rationalité progressiste dès ses origines, il est révolutionnaire, alors que Habermas y tiendra. Il ne partage pas le spécicisme civilisationnel d'un Benjamin ou d'un Adorno ou d'un Horkheimer en ce qui concerne ce concept clé de l'enclairant des Lumières, la raison. Il croit vraiment à l'avenir, la raison. Mais seulement, il transforme cette raison pratique de Kant, de la deuxième critique de Kant, dans une raison communicationnelle. Parce que pour lui, le mot clé de tout, ce sera donc le numéro 1, c'est bien sûr la raison, le numéro 2, c'est communication. Et dans ce contexte précis, Habermas évoque bien sûr aussi la subjectivité comme une des caractéristiques de cette modernité. Donc il a déjà évoqué par Hegel comme le principe clé des temps nouveaux, donc, qui n'est rien d'autre, dit-il, qu'une structure de conscience autoréférentielle, voire une structure de liberté permettant le développement de tous les éléments de la totalité de l'esprit. Au fond, c'est de constater qu'il existe vraiment une petite nuance, une petite différence entre les pères fondateurs de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer et Habermas, précisément à propos de la perception de cette notion marxienne de raison émancipatoire.
de Habermas conteste évidemment la validité pour une théorie critique de la société reformulée et réactualisée communicationnellement. Donc, et ce qui comporte aussi, on va dire, un aspect problématique, évidemment. Mais, évidemment, maintenant, vers 2000, là, ça, comme ça, c'est la deuxième phase de l'œuvre Habermas. Alors, la troisième, c'est évidemment que vers l'an 2000, l'année de l'introduction de l'euro en Europe, donc là, commence la troisième période et phase de l'œuvre de la pensée de Habermas, celle consacrée à l'Europe. Excuse-moi, je me demande si c'est pas mieux sans micro, parce que ça résonne beaucoup. Ça résonne trop, la vie. Je vous demande, est-ce que vous l'entendez? Enfin, dites quelque chose. Je ne sais pas si on va m'entendre là, à la fin, dans les grands. Pas très très bien. C'est mieux avec les micros. Ouais, en fait, c'est trop près. Par rapport au Ça résonne. Non, ça résonne moins là qu'en fait. Il est trop près le micro. Ah d'accord, donc c'est peut-être un peu plus éloigné. Je l'ai éloigné, oui. Ouais, voilà, un peu plus loin. Voilà. Oui, d'accord. Ok, très bien. Essayons comme ça, évidemment. Évidemment, donc cette phase européenne, cette vision européenne dans l'univers de Habermas, il avait été préparé d'avance dans les 10 volumes des kleine politische Schriften, des petits écrits politiques. Donc, où Habermas pris position régulièrement, assez radicalement, devrait-on souligner, donc, au sujet des nouveaux problèmes politiques qui sont nés après la réunification de l'Allemagne. Face à la globalisation néolibérale, consécutive à la chute du mur de Berlin, et celle de l'Empire soviétique. Donc ce sera aussi pour Habermas l'occasion de défendre, ça va comme ça avec le micro, oui, défendre contre vent et marée son utopie politique. Il est vraiment très inspiré par le cosmopolitisme kantien, qui est celle d'un gouvernement mondial, d'un parlement mondial, d'une république mondiale fédérale, régie par un droit cosmopolitique, complétée par celle d'une Europe unie, formée d'États post-nationaux, à souveraineté partagée. Bon, c'est beaucoup, hein, quand un nationaliste souverainiste entend ça, il va tout de suite prendre la fuite. Mais évidemment, c'est là, justement, le sens de cette offensive, on peut dire, de Habermas sur la question de l'Europe, d'une Europe unie, du processus d'unification de l'Europe, etc. Et son but est évidemment promouvoir ainsi aussi, si possible, une entente interculturelle et un dialogue entre les diverses nations, les peuples européens et les civilisations mondiales. Donc, en effet, je dirais, de tous les philosophes contemporains, Habermas est sans doute le plus européen, ce qu'il a aussi attesté par ses nombreux écrits, notamment ceux de la dernière période consacrés à l'Europe, à la crise de l'Union européenne et à la constitution de l'Europe. Des écrits qui ont énormément enrichi tous les débats sur l'Europe, depuis le traité de Maastricht jusqu'à nos jours. Et dans ces écrits, essais, articles, autres prises de position publiques en général, publiés dans des journaux comme Die Zeit, Habermas s'est toujours affirmé comme un ardent et fidèle défenseur de l'idée européenne, du constitutionnalisme européen plus précisément, et d'une Europe fédérée, composée d'États post-nationaux. Et il s'est affirmé aussi comme un grand défenseur, à quelques nuances près, du principe de la supranationalité, opposé justement au principe, aux défenseurs acharnés, n'est-ce pas, de l'État national. Et il s'est affirmé aussi comme un défenseur de l'idée du transfert nécessaire et inévitable, à son avis, des souverainetés nationales vers des instances supranationales. Thèse très courageuse avec laquelle il a osé affronter et contrer les thèses anti-européennes et europhobes et souverainistes, donc des partis nationalistes, europhobes et souverainistes de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et qui ces derniers temps ont considérablement renforcé leur position en Europe, notamment après le refus
de la Constitution européenne par référendum en France et en Hollande en 2005. Et après la crise de la dette de l'État grec en 2014. Et sa contribution la plus importante à ce débat a été à ce propos, sans nul doute, son essai intitulé « De la Constitution de l'Europe ». Voilà. Sauf la façon Europass, de la Constitution de l'Europe, publiée en 2011, en allemand, en tradition française, en 2014. Dans ses livres, Habermas plaide énergiquement en faveur d'une Europe en tant que projet constitutionnel d'une Union européenne oscillant entre une union composée essentiellement de démocratie transnationale et un fédéralisme exécutif post-national. Pour lui, Habermas, il est tout à fait clair qu'il s'est déjà décidé, face à ce choix difficile, clairement en faveur d'une Union européenne des démocraties transnationales. Mais en même temps, il a aussi plaidé assez énergiquement, dans ce même contexte politique difficile, en faveur de la transformation de la communauté internationale, notamment de l'ONU, en une communauté cosmopolite, en rééditant en un sens le cosmopolitisme d'Emmanuel Kant, qui, avec son projet de paix perpétuelle de 1795, avait été le premier à défendre cette idée. Donc, il s'agit, l'un d'autre, il s'agit des projets humanistes d'une communauté cosmopolitique de citoyens du monde vivant dans une entité supranationale garantie par le droit universel appelé Union européenne. Alors, en analysant précisément la crise de l'Union européenne, à la lumière de la constitutionnalisation du droit international, Habermas consacre en effet tous ses efforts à la participation de l'Europe en tant que projet constitutionnel et d'un fédéralisme de ses États de droit constitutionnel, en opposant vigoureusement ce qu'il appelle le patriotisme constitutionnel au nationalisme républicain de l'État-nation moderne qui, en un sens, aurait bien fait son temps. Et c'est dans cette logique, dans cette perspective, qu'il défend l'Union européenne comme une étape décisive en direction d'une société mondiale fondée sur une constitution politique. Donc ça dépasse de loin son projet, l'Union européenne, l'union des États-nations européens, mais parce qu'il vise évidemment une société mondiale. Il vise aussi un parlement mondial pour affronter et résoudre les crises et les problèmes les plus urgents pour la survie de la planète. Alors, selon Habermas, et à ce propos, il n'est pas le seul observateur critique témoin de son temps à le regretter, l'erreur de construction de l'Union européenne avait été bien le fait qu'elle a été dès le début trop exclusivement focalisée sur une seule union monétaire, au détriment d'une union politique, culturelle et de la création d'instruments efficaces de direction politique. Et ce déficit a été fatal. Il aurait été fatal, notamment lors de la grande crise financière des années 2008-2009, suite à la crise des subprimes aux États-Unis, mais aussi lors de la crise de la dette de l'État grec en 2014-2015. Allez voir le film de Costa Gavras en ce moment dans le cinéma à Nice, il montre très bien cela. Donc, la globalisation néolibérale et la financiarisation de tous les domaines de la vie économique ont incontestablement beaucoup contribué, selon Habermas, à l'affaiblissement de l'Union européenne et au démantèlement progressif de l'État social au niveau européen. Bien sûr, on est allé dans le cas de la Grèce, n'est-ce pas, donc elle a imposé 13 plans d'austérité, n'est-ce pas, pour rembourser la dette aux extrêmes limites, justement, de ce démantèlement progressif de l'État social, avec la baisse des salaires et la baisse brutale des retraites, les deux de 30 et 40%. Allez voir le film, comme ça, c'est tout bien expliqué. Parce que donc, les inégalités sociales, par conséquent, les inégalités sociales, la précarité, la pauvreté
ont beaucoup augmenté. Et dans la dernière décennie, dans la plupart des pays de l'OECD. Cela malgré l'augmentation considérable de l'endettement des États. En outre, un autre point, la politique d'austérité menée a provoqué donc, également des révoltes de la jeunesse, par exemple en Grande-Bretagne, mais surtout en Grèce, en France, en d'autres pays de l'Europe. Un autre problème, une autre conséquence aurait été, selon Habermas, l'autodésignation du Conseil européen comme instance centrale de décision européenne. Et par conséquent, évidemment, il y a un problème de légitimité, n'est-ce pas, donc, évidemment, pour l'Union européenne, mais aussi pour le Conseil européen. Mais pas pour le Parlement européen de Strasbourg. Tous les députés sont élus au suffrage universel direct. Là, il n'y a aucun problème de légitimité, mais il y a une pour le Conseil de l'Europe. Évidemment, c'est pour la Commission européenne, pour ces dirigeants de l'Europe précisément qui n'ont pas été légitimés par un vote populaire ou par une élection, qui ont eu un mandat, donc qui sont accusés forcément d'être des bureaucrates ou des eurocrates. Donc, problème de l'autodésignation du Conseil européen. L'Europe aurait-elle plutôt évolué sous ces conditions, dit Habermas, vers un fédéralisme exécutif très spécial, reflétant la peur des élites politiques d'une discussion, d'un débat honorable avec l'opinion publique. Donc un manque de transparence. Les élites n'ont pas eu le courage d'informer les citoyens à propos de l'importance réelle du projet européen. Non, Habermas. Donc, en outre, certains représentants de ces élites politiques se sont toujours rapprochés des populations souverainistes qu'ils ont trop longtemps laissé se développer sans réagir. Je renvoie au Brexit passé en Angleterre avec le Brexit. C'est exactement cela. Donc, selon Habermas, il est à regretter que face à cette émergence des revendications et courants souverainistes, nationalistes, il n'y a pas vraiment eu une union politique européenne cohérente et concertée pour s'opposer à cela. Donc, pour s'opposer à ce mouvement nationaliste et souverainiste. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen, ni de nation européenne, ni de langue européenne. Trois handicaps majeurs, évidemment. Pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas de langue européenne. Donc, voilà, en réalité, l'anglais est bien devenu la langue européenne, précisément au moment où les Anglais par référendum ont décidé de quitter l'Europe. Voilà, paradoxe de l'histoire. Mais, voilà, donc, il y avait des projets de faire créer des langues guides en Europe, l'allemand, le français, etc. Mais ça a été bloqué, n'est-ce pas, en cause de la règle de l'unanimité des décisions. Mais de toute façon, c'est ça la réplique d'Habermas, ce processus compte tenu de fragmentation ou de décomposition de l'Europe, déclenché par les nationalistes et les souverainistes de l'extrême droite, se trouverait en contradiction totale avec le processus d'unification continue d'une société mondiale, multiculturelle, multiethnique et multireligieuse. Nos sociétés sont sociétés multiculturelles, multiethniques, multireligieuses, personne ne peut le nier. Or, ce nouveau souverainisme bloque ainsi précisément, par le biais de ce repli de type nationaliste civilisationnel sur l'État-nation, ou sur l'idéologie, donc sur des valeurs chrétiennes traditionnelles, etc., ça bloque ce repli sur l'État-nation, le type nationaliste, devenu obsolète aux yeux de Habermas. Ça bloque tous les progrès dans le domaine du droit constitutionnel, toute progression dans le domaine du processus d'unification de l'Europe, c'est là où nous le sommes. C'est pourquoi, donc, évidemment, il y a, on peut dire, danger grave, la décomposition de l'Europe. Ce n'est pas une affaire terminée, le risque, le danger est réel. N'est-ce pas? On a vu ces dernières années, un peu partout en Europe, d'Italie jusqu'en Finlande, passant par la Hongrie et la Pologne, n'est-ce pas? Donc des tendances ultraconservateurs, nationalistes, xénophobes et souverainistes, donc devenir majoritaires, n'est-ce pas, donc, dans ces pays, et bloquer évidemment le processus, la continuité du processus d'unification européen. Et en même temps que ces pays même continuent
accepté, reçoivent les aides européennes et les encaissent, n'est-ce pas, pour finalement faire une politique qui est celle de l'égoïsme national. C'est ça ce que Habermas va combattre. Il est en train de combattre avec ses écrits depuis ça, précisément depuis 2000. Et notamment après ce référendum, le vote négatif du référendum sur la Constitution européenne en France et en Hollande. Donc, selon Habermas, le droit démocratique institué a bien une force civilisatrice dans la mesure où il contribue à s'émanciper du caractère autoritaire du pouvoir étatique. Il enlève au pouvoir l'aura du sacré, dit-il, comme l'avait déjà constaté Carl Schmitt, et ainsi la substance même du politique s'affirmerait finalement comme auto-affirmation d'un pouvoir constitué par le droit, sans entrave narrative. C'est l'État constitutionnel qui transforme les citoyens en citoyens d'État démocratique qui ne connaît plus d'ennemis de l'intérieur. Donc cet affaiblissement des États-nations devrait aussi favoriser, selon Habermas, à court ou à long terme, la jeunesse de nouvelles formes d'action supranationales. Et c'est précisément cette innovation qui devrait rendre possible la transnationalisation des souverainetés nationales, précisément sous la forme d'une union fédérale démocratique des États post-nationaux. C'est ça le projet européen de Habermas. L'accent est ici évidemment mis sur l'adjectif démocratique, puisque les États nationaux respectifs deviendront nécessairement, dans cette perspective, des États démocratiques post-nationaux qui seront désormais subordonnés au droit supranational. Et c'est sous ces auspices qu'on devrait regarder et analyser, selon Habermas, l'évolution, le cheminement progressif de l'Union européenne vers une Europe politiquement et démocratiquement beaucoup plus légitimée. Or, avec le traité de Lisbonne, si vous voulez aussi celui de Nice, pour être complété. Donc, une grande partie du chemin a déjà été fait. Et le cosmopolitisme s'est développé en fonction du rôle civilisateur de l'Union européenne, particulièrement attaché à la protection des droits de l'homme. Et par conséquent, ce qui est en train de naître, conclut Habermas, c'est une sorte d'ordre constitutionnel nouveau. C'est pourquoi ça a été une très grave erreur de refuser cette constitution, n'est-ce pas, parce qu'il a évidemment créé un blocage qui a duré plusieurs années, donc des conséquences dans des titres très négatifs, évidemment, pour la continuation du processus d'unification européenne. Donc, ce qui fait ici problème, c'est entre autres que cet ordre constitutionnel nouveau s'est imposé en Europe, après la chute du mur de Berlin et l'affaire du communisme en 1991, mais simultanément avec l'hégémonisme d'un ordolibéralisme déclenché par la mondialisation néolibérale. Donc, en outre, ce dit Habermas, donc il n'est pas marxiste, mais qui est plutôt proche des positions du SPD, donc qui est social-libéral. On a bien vu ce dilemme. Donc, voilà. Et ça, on n'a peut-être pas assez parlé, après, dans tous les reportages que vous avez vus ces derniers jours sur la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas? Donc, le discours européen et cosmopolite de Habermas n'a pas du tout fait l'unanimité en Europe, parce qu'elle est évidemment fragilisée par son postulat d'une transnationalisation des souverainetés nationales, un postulat qui n'a pas du tout été accepté par les souverainistes et les populistes, et qui est même controversé au sein même des partis conservateurs. Habermas s'est apparemment pas rendu compte du fait que dans une assez large partie de l'opinion publique européenne, l'État-nation, la souveraineté nationale sont toujours identifiés plus ou moins positivement, qui n'est pas conséquent, extrêmement difficile à défendre, donc surtout dans le contexte de la montée de la xénophobie, donc de l'islamophobie, de l'antisémitisme, où la majorité de la population des États membres de l'Union européenne n'est évidemment pas prête et disposée donc de passer sans aucune résistance de l'acceptation du multiculturalisme à la phase supérieure d'un accord concernant le transfert des souverainetés nationales à des instances supranationales européennes.
et que les souverainistes, les nationalistes continuent donc de combattre, de pester contre cette idée, contre ce postulat de Habermas. C'est presque normal, parce qu'il est toujours beaucoup moins normal qu'autant de gouvernements conservateurs et libéraux de certains pays de l'Union européenne et également autant de réticences dans ce domaine. Par exemple, la Grande-Bretagne, avec le Brexit. Peut-être Habermas a-t-il posé la bonne question trop tôt. Peut-être va-t-il falloir tout d'abord procéder à une refondation démocratique et sociale de l'Europe, ou bien à une relégitimation démocratique des instances européennes, dans le cadre d'une grande réforme de l'Europe, qui est envisagée par certains, entre autres aussi par le président français Emmanuel Macron, avant de réaliser, de résoudre ce problème épineux du transfert des souverainetés nationales, que personne ne veut accepter, etc. Donc peut-être Habermas n'a-t-il pas vu, dans son grand optimisme européen, principalement fondé sur un constitutionnalisme cosmopolitique, que la cohésion de l'Union européenne et celle des États nationaux qui la composent peut aussi être sérieusement menacée, par exemple par la collusion entre le principe de constitutionnalité et le principe de l'autodétermination des peuples. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, entre l'Espagne, donc monarchie constitutionnelle, qui a remplacé la dictature franquiste en 1975, après la mort du dictateur Franco en 1975. Voilà, depuis la fin de cette dictature franquiste, ce qui se passe aujourd'hui entre l'Espagne et la Catalogne, je trouve qu'on est la meilleure illustration. Donc on voit bien comment la crise actuelle, déclenchée par le référendum catalan en faveur de l'indépendance de la Catalogne du 1er octobre 2017, est bien le résultat du fait que ces deux principes sont considérés de part et d'autre comme deux principes irréconciliables et contradictoires. Mais lequel de deux principes est vraiment supérieur? Donc si le principe de l'État constitutionnel républicain indivisible est vraiment défendu jusqu'à ses extrêmes limites, comme semble le faire le gouvernement espagnol actuel, le droit des peuples à l'autodétermination serait définitivement bafoué et enterré, avec tous les risques et conséquences qui en résulteraient. Et inversement, l'unité étatique liée à cet état de droit constitutionnel éclaterait, selon toute probabilité, si le principe de l'autodétermination des peuples, conduisant logiquement à l'indépendance nationale, notamment un principe refusé par Rosa Luxembourg au nom de l'internationalisme intransigeant des socialistes, donc l'emportait. Donc il y a un problème, évidemment. Donc l'internationalisme intransigeant socialiste de Rosa Luxembourg donc, refuse catégoriquement le principe d'autodétermination des peuples. Et vous avez appliqué ça aussi à son pays d'origine, à la Pologne. Et là, il a catégoriquement refusé d'appuyer les nationalistes polonais dans leur lutte contre l'oppression tsariste à l'est et celle de l'Allemagne à l'ouest. Donc il était si internationaliste qu'il a dit absolument. Il dit, on est bien, la patrie des socialistes, c'est l'international des ouvriers, des travailleurs, c'est l'international socialiste, etc. Pas de, voilà, droit de peuple à l'autodétermination, non, c'est du nationalisme, ça n'existe pas. Ça va dégénérer dans des luttes nationalitaires, dans des guerres, etc. Donc c'est pourquoi nous, les socialistes, nous devons refuser cela. Voilà, ça, non, notamment. C'est évidemment un dilemme qui n'a pas encore trouvé de solution, qui apparemment ne peut être résolu par l'emploi de la force et de la violence, ou par le recours systématique à une répression du mouvement des indépendantistes, via la police et le système judiciaire. Donc, voilà. Donc, voilà le dilemme. Et donc, Habermas, j'ai posé la question à Habermas, mais c'était très intéressant, évidemment, qu'il n'a pas reçu de réponse, il n'a pas voulu répondre à cette question. Pour lui, ça veut dire qu'il est si attaché, et fondamentalement attaché au constitutionnalisme, qu'il ne peut pas admettre, disons, que, par exemple, les Catalans, au nom
du droit du peuple à l'autodétermination, donc revendique et lutte pour leur indépendance. Par rapport à une Espagne qui porte encore un grand fardeau, disons, un grand héritage du franquisme. Donc, voilà. Donc, pas de position non claire sur cette question, mais après tout ce qu'il a écrit dans les écrits politiques, il est évident que Habermas ne veut pas s'engager sur la moindre voie qui pourrait justifier, sous une forme ou une autre, un nationalisme ou un identitarisme quelconque. Donc, c'est très clair. Donc, Habermas, c'est la raison pourquoi il a refusé publiquement de prendre position sur cette question. Et voilà. Habermas est aussi, c'est un autre aspect, un défenseur acharné du principe dialogique. Il est pour le dialogue. Il ne peut qu'encourager les deux parties entrées en conflit à entamer enfin un dialogue, à chercher, même si c'est très difficile, une solution pacifique, par exemple par la voie de négociation. Bon, alors. Pedro Sanchez, le nouveau Premier ministre espagnol, il avait promis ça, s'était engagé pour le dialogue, seulement après, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été réalisé. Donc les deux camps sont restés sur l'opposition, et c'est un antagonisme qui n'a toujours pas trouvé son essence. Il y a toujours donc une sorte de collision très brutale, un télescopage tribal entre deux visions, une vision constitutionnaliste, pour une partie encore monarchique, n'est-ce pas, celle de l'Espagne, et une vision autodétermination des peuples, qui est d'ailleurs inscrite dans la charte de l'ONU, et aussi dans un article de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Donc, ces deux visions, il y en a une collision au sein même, en Europe, dans la méditerranéenne, entre ces deux principes. Ce qui explique évidemment la gravité de ce cas-là. Il n'y a aucune solution en vue en fonction du télescopage de ces deux principes, et Habermas, lui aussi, n'est pas en mesure de résoudre le problème. Il est tout simplement pour le dialogue, mais il est de toute façon beaucoup plus attaché au constitutionnalisme, avec toutes ses conséquences, au principe donc, de l'autodétermination des peuples, des régions, aspirant, donc ayant une certaine tradition, aspirant à l'indépendance, une sorte d'indépendance nationale. Donc, Monsieur Wilson, est-ce qu'on pourrait bientôt faire ouvrir pour la discussion? Oui. Si vous voulez, vous voulez tout de suite aller à la discussion, si vous voulez, oui. Si vous voulez, je vais juste vous dire un pourquoi pas, après peut-être dans les questions. Justement pour dire un dernier mot sur la Constitution européenne, ce livre de la Constitution européenne de Habermas. Donc, il s'exprime très clairement dans ce livre contre ce qu'il appelle la réification de la souveraineté nationale et contre la déconnexion du procédé démocratique de l'État national. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, dit-il, les citoyens sont soumis aux lois qui se sont données dans le cadre d'une procédure démocratique. Cette loi doit être respectée. Cette procédure dérive sa force de légitimation de l'inclusion de tous les citoyens dans le processus de décision politique et de la connexion des décisions majoritaires avec les opinions délibératives. C'est ainsi que la démocratie transforme les libertés communicationnelles en force productive d'une société de citoyens politiquement organisée. Donc, il y a donc une relation conceptuelle entre la souveraineté populaire et celle de l'État-nation. Voilà. Mais évidemment, en raison de l'accroissement constant de la complexité de la société mondiale à l'ère de la globalisation néolibérale, les possibilités d'action des États-nations sont bien limitées. L'exigence devient de plus en plus forte d'élargir, il faut élargir le champ d'action des États-nations, de l'art des frontières nationales. On ne peut pas freiner cette évolution, ce processus. Et c'est la raison pour laquelle Habermas exige des nouvelles formes d'intergouvernementalité avec un niveau de légitimation. Et on assiste, donc, si vous voulez,
simplement à une sorte de substitution progressive des décisions de l'État national par une gouvernance supranationale. Bien sûr, ce qui n'est pas accepté du tout par les populistes et souverainistes contemporains, qu'ils soient extrême gauche ou extrême droite. Donc, selon Habermas, c'est un malentendu de vouloir systématiquement confondre souveraineté populaire et souveraineté nationale des États. Ce n'est pas la même chose, dit-il, car on pourrait bien concevoir et comprendre la souveraineté populaire comme le contraire de la souveraineté de l'État. Et selon les normes du droit international, est doté du jus ad bellum, c'est le droit mené des guerres, etc. Donc, voilà, donc, en bref, hein, c'est très clair, il défend jusqu'à la fin, alors c'est ce principe de la supranationalité, rêvant d'une Europe, fédération d'Europe d'États nationaux, évidemment, où la supranationalité, le principe de supranationalité l'emporte définitivement sur le principe et sur l'égoïsme de l'État-nation. C'est ça, et ça, c'est ça sa vision. Hein. Donc, voilà. Oui, voilà, passons. Merci beaucoup déjà pour cette présentation très intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être d'avoir une question très simple. On voit que vous avez bu un petit verre, je pense, avec Monsieur Habermas. Comment est-ce que vous l'avez aperçu? Enfin, il est facilement abordable. Comment il était humainement dans le contact avec vous? Puisque je pense que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises.